Eh bien, bonjour Hervé Ababou. Bonjour. Tu es un ancien élève de l'NCE. Est-ce que tu peux nous dire ta promo? Est-ce que tu t'en Alors, je suis souviens? diplômé de la promotion IE, à l'époque ça s'appelait comme Ah ça, oui, 1998. 1998. Du coup, c'était comment l'NCE tout au début comment ça se passait Alors d'abord, juste faut te faire comprendre que moi, Ouais. l'INCE, j'ai été pris avant-dernier. Sur le Avant-dernier? avant-dernier concours, et je crois, même peut-être dernier, je sais pas, mais je crois que j'étais pris avant-dernier. Et donc, quand tu es pris avant-dernier, C'était le concours central déjà? c'était le concours central, Ok. et tu le sais très très tard. Ouais. Donc tu as déjà commencé à redoubler. Comment ça? Bah, t'es en maths P en 5,5. Du coup, j'avais été pris à Henri IV. Donc, tu vas à Henri IV le matin pendant une semaine ou presque 15 jours. Et puis tout d'un coup, je sais pas, le système devait être différent. Peut-être vous le savez avant maintenant. Et bien, tu as un appel où il y avait un système. C'était basé sur du Minitel, non? C'est ça, non? Il y avait un système Minitel. Et puis tu sais que tu es pris à l'IE. D'accord. Et là, gros questionnement, ta vie bascule, t'étais reparti dégoûté, déprimé de repartir sur une année, mais relativement motivé pour avoir des super écoles. Mais, Et tu te dis, tiens, mais finalement, il y a cette école à propos de laquelle tu y rêvais plus. Bah, de toute façon, il t'avait dit non, il t'avait dit non. Et finalement, bah, il te repêche. ah oui, donc c'était Donc sur t'y liste vas, t'y d'attente vas et tout. pas, Ok. qu'est-ce que tu fais? Ah, je sais pas, moi j'ai été pris directement, mais. Ah, t'es la classe. Alors, toi, t'es fort. Ah, mais c'était le concours central, c'était spécial parce qu'il y avait vraiment une espèce de. Enfin, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus basé sur ce que tu pouvais faire de ta tête plutôt que ce que tu pouvais faire de tes connaissances sur le concours central. Il y avait vraiment beaucoup moins de par cœur et c'est ça qui m'avait aidé en fait, je trouve. Bon, bref, je sais pas si c'était pareil avant. Moi, ce qui m'avait pas aidé, c'était que j'avais pas voulu réviser. Ouais, bah voilà. C'est exactement ce que je voulais dire. Et du coup, le concours central, c'est celui que j'ai le moins échoué en fait, en Voilà. l'occurrence. Ouais, d'accord. Mais non, mais c'est très intéressant. Donc, tu arrives dans cette école et tu te dis, bah, il faut y aller. Et bizarrement, et c'est comme ça que, si tu veux, il y a des coïncidences dans la vie, le prof de maths à qui je demande conseil, donc le prof de maths d'Henri IV, Mhm. à qui je dis, qu'est-ce que vous en pensez de cette école? Bon, bah, je suis désolé, mais peut-être que je vais me barrer de votre classe et tout. Et il me dit, écoutez, c'est très bizarre, mais mon fils rentre, donc le fils du prof de maths, D'accord. rentre dans cette même école cette année-là. Et donc, j'ai fait une due diligence d'enfer. J'ai appelé tous les profs que je connais, le ministère et tout. Et il me dit, je peux te dire, c'est une super école. Donc, si tu veux par taper, vas-y, Ah bah ouais, tu risques rien. Ça ou Télécom Paris à la fin de l'année, ça sera kiff-kiff. Et tu auras gagné une année de ta vie. c'est vrai. Et bon, bah, je me suis dit, écoute, le mec, il envoie son fils. C'est pas du pipeau, quoi. C'est pas Alors, du ouais. bluff. Du coup, t'es Alors, devenu ami avec le fils de ton prof de maths, comme Pas si tout, elle de, était une pas tout de personne. suite, parce qu'au début, il s'est dit c'est qui ce fou là? C'est qui ce fou là qui débarque et qui écoute mon père? Parce que tu sais, la relation fils-père, c'est un peu. Ah oui, c'est pas toujours Si évident. t'écoutes mon père, c'est pas forcément, t'es pas forcément mon pote. Donc je pense que ça a mis quelques mois, mais après, oui. D'accord. Mais pour revenir à l'IE, donc j'arrive vraiment là-dedans et pas aussi déprimé que les autres. Parce que finalement, T'étais content en fait. ouais, parce que finalement, je savais que je venais d'économiser une année de ma vie. Bah ouais, Et ça veut dire que j'allais gagner ma vie une année plus tôt en plus, ce qui aussi. n'était pas négligeable à l'époque. Et par contre, tu arrives et tous les autres étudiants, eux, sont déprimés. Ah bon? Parce que, Mais c'est fou parce, ça parce que. parce qu'à l'époque, d'abord, c'était une école complètement inconnue, qui avait un très très faible réseau, tu vois. Donc, euh, la plupart des gars qui s'étaient trouvés là, c'était leur dernier vœu. Ouais. Moi, c'était mon quatrième vœu, je crois, un truc comme ça. Ou troisième vœu. C'était. Je trouvais quand même ça pas mal, une école d'ingénieurs publics spécialisée dans l'informatique. Et oui, Pas exactement. besoin de Et c'est ce payer que des je me frais de suis acharné scolarité. à leur démontrer. Alors moi, j'arrivais avec mon optimisme à toute épreuve, et puis j'ai passé nos après-midi au bar, certains à déblatérer, à pleurer Le sur bar leur... C ou le bar B ou le bar Alors A? il n'y avait qu'un seul bar, je te C'était le rassure. bar. Il y avait D'accord. un bar. Un bar, un baby-foot. Ah, ouais, maintenant on a deux baby-foot. Je me demande si c'est le même d'ailleurs. Un des deux. C'est possible. Non, non, un seul bar, un baby-foot. Ok. Et donc j'allais... Il y avait déjà le bar, quoi. C'est ouais, ça il y qui avait est déjà marrant. le bar, on passait. Et d'ailleurs, c'est à cette époque qu'a été écrit le logiciel du bar.
Ah oui, sur, le fameux qu'on a encore qui fait utilisé. tourner juste sur Vax, et donc tu avais un terminal, comme un VT100, ça s'appelle le terminal, je sais plus le nom. Je sais plus, mais je l'ai utilisé aussi. Truc un peu marron, Ouais. et dans lequel tu gérais ton crédit au bar. Ouais, ça tournait jusqu'à. Je crois qu'ils l'ont refait il y a un an, mais j'ai entendu dire ça, mais alors je pourrais pas te dire si c'est vrai. Oui, comme quoi il faut faire attention au programme que vous faites, Ouais. que vous développez, parce qu'il reste dans les entreprises, tu vois. C'est ça le truc, le programme D'ailleurs- ça reste. D'ailleurs, à l'époque, en 98, ils nous ont dit on va plus vous apprendre le COBOL, parce que ça va plus vous servir à rien. Donc c'est à peu près l'année où ils ont arrêté d'apprendre le COBOL. Nous, on n'a pas appris le COBOL. Et jusqu'à présent, il y a encore des boîtes et des banques qui tournent en COBOL. Ouais. Et donc voilà, et donc au bar, qu'est-ce qu'on faisait? Au début, on passait nos journées, j'ai passé mes journées à essayer de convaincre des déprimés, des élèves déprimés, qu'en fait ils étaient dans la meilleure école du monde. Mais bien sûr. Donc ça vient de toi en fait, cette phrase, la meilleure école d'informatique du monde de France, je sais pas quoi. Pourquoi c'est resté? Ah bah parce que nous on avait ça justement, ouais, c'était marqué sur la plaquette alpha. Et nous on l'a répété aussi après, ceux qui venaient après nous, on disait c'est la meilleure école d'Île-de-France, de France, d'Europe, du monde, mais d'informatique, tu vois. Et du coup, c'est vrai que quand tu te spécialises dans l'informatique, tu peux te dire, oh, c'est peut-être vrai, tu vois. J'ai l'humilité de penser que c'est pas grâce à moi que ça a perduré, Ça me ferait me marrer en tout cas. mais je peux t'assurer que je le disais à tout le monde, D'accord. et que comme par la suite je suis devenu président du BDE, j'ai eu une petite influence là-dessus, mais peut-être qu'après ça s'est perdu, c'est revenu, et peut-être c'était avant moi, et j'en sais rien. Mais en tout cas, De toute moi façon, les j'avais... idées, ça. Voilà, les idées sont à tout le monde, et Ouais. il n'y a pas de paternité. Mais effectivement, j'avais fait cette démonstration au bar, en disant, écoutez, on est dans une école la seule école d'informatique, il n'y a pas d'école d'informatique dans le concours des mines. Il n'y en a pas à Polytechnique. Donc le concours suivant, c'est le concours central. La seule école d'informatique, c'est l'IE. Donc l'IE est la meilleure école d'informatique de France, c'est QFD. Ouais, bien sûr, mais je suis tellement Et d'accord. comme les meilleurs ingénieurs viennent de France, on est tous d'accord, donc la meilleure école d'ingénieur informatique au monde, c'est l'IE. Voilà, Voilà. démonstration de bar. C'était une démonstration de bar, plus ou moins arrosée. Au bout d'un moment, je la rodais bien. Tant et si bien qu'en tant que président du PDE, j'ai été obligé de financer un club œnologie. Alors, je ne sais pas si ça a perduré aussi. Je n'en avais pas à mon Comme année. ça, voilà, tout le monde acceptait la théorie. Je veux dire, ça permet que T'as monté une secte. En fait. la barrière encéphalo-rachidienne te permet de passer un certain nombre de messages subtils. Alors, c'est pas moi qui ai monté le club œnologie, c'est quelqu'un d'autre, mais... moi j'ai trouvé ça une idée géniale, et donc c'est un des trucs qu'on a. Tu me fais des super transitions parce que là on a les assos, du coup il y en avait beaucoup des assos à ton époque, tu pourrais Il y en les avait, compter il y en avait peut-être. Alors avant que je devienne président de BDE, après il y en avait à peu près le même nombre. J'ai pas été, mais en tout cas j'ai essayé de faire que chacun qui était avec une idée, il repartait avec quelques francs. C'était des francs à l'époque, avec quelques francs pour créer son assos. Ouais. Donc tu vois, il y a Sur le budget du BDE quoi. sur le budget du BDE, d'accord. Il y avait bien sûr Diez qui était déjà une multinationale prospère. Le BDE. C'est sérieux, il y avait déjà Diez. Ah oui, La oui, vache. qui d'ailleurs à l'époque a eu un problème aux élections avec. Parce qu'en fait, leur mode électoral, il fallait juste payer pour avoir le droit de voter. Et donc, comme c'était déjà une multinationale prospère, elle a été victime d'une OPA. C'est-à-dire qu'un ami a tout simplement proposé d'acheter un certain nombre de votes. Ah sérieux. Et Pour recadrer ceux qui connaissent pas Diez, c'est la junior entreprise de l'NCE. c'est la junior entreprise. C'est pas vraiment une multinationale, mais elle aime bien penser que. Voilà. Et d'ailleurs, les gens qui après ont survécu à ça, bon, du coup, on a été obligé de calmer l'impétrant et lui dire que On finalement. n'a pas pu racheter Diez. Non, on pouvait pas faire ça. Et du coup, ça a blindé les personnes de l'époque. Et d'ailleurs, je crois me souvenir que des gens impliqués, et justement, qui ont repoussé cette OPA, sont maintenant des gens très impliqués dans des OPA grandeur nature. Et si mes sources sont bonnes, de 5 ou 10 milliards d'euros. D'accord. Donc pour toi, c'était leur première expérience d'OPA qui les a formés à Là, vie, ils ont repoussé l'OPA. Et derrière... et donc, on dévie. Oh non, c'est rigolo, moi j'aime bien. Et voilà, mais il y avait d'autres clubs. Donc, du coup, je me suis un peu occupé en coprésidence à un moment donné du club de robotique. Ouais. Qui existe toujours. Qui existait avant moi et
qu'on a essayé de booster avec un autre ami, notamment, nous, comme on était nuls en technique, ce qu'on a dit, c'est on va faire de la recherche de sponsors. Donc finalement, on était le club robotique le plus riche, mais on a quand même perdu, parce que ça servait à rien, parce qu'on était tellement riches qu'on a pu acheter des PC entiers et des cartes. Et en plus, les sponsors, ils n'est pas forcément d'argent, mais ils donnaient à peu près ce qu'on demandait. Ils donnaient du matos, en fait. Ils donnaient du matos et tout. Donc on a eu des cartes mères, etc. Ouais. Sauf que faire tourner un PC, un robot avec une carte mère de PC, c'est beaucoup trop gourmand en power, donc le truc il crame. Donc ça n'a pas été très très efficace, mais voilà, et on a créé des clubs, certains éphémères. Quelqu'un qui a essayé de créer un club réalise tes rêves. Tu demandais aux gens quel est ton rêve. Ouais, voilà, réaliser tes propres rêves, réaliser ce que tu as envie de faire. Tes rêves, et puis les autres devaient essayer de les réaliser. Ah, c'est le contraire. Oui. C'est les autres qui doivent réaliser tes rêves. Oui, qui doivent t'aider à le réaliser, parce que je sais pas si ton rêve c'est de participer quand même dans son propre rêve en général. Oui, voilà, si ton rêve c'est de sauter de la tour Eiffel en élastique, c'est toi qui pas quelqu'un d'autre qui saute. Ouais. Donc ça n'a jamais vraiment abouti. D'accord, personne n'a même pas un rêve, il en a pas fait un. Je suis pas sûr. Le sien, peut-être faire une assoce qui réalise des rêves, c'était son rêve peut-être. Peut-être. Ok, on ne saura jamais. Tu lui demanderas. Voilà, et puis j'ai participé au sport. C'est quand même, tu avais tellement peu de... C'est ça qui est génial, c'est une école où il n'y avait pas grand monde. Donc ça a énormément d'intérêt. Parce que c'est des petites promos, donc tu connais tout le monde. Si tu te grilles avec tout le monde, vite tu te grilles avec tout le monde, tu n'as plus d'amis. Mais dans l'autre sens, si tu as... Dès que tu fais 2-3 trucs... Tu fais 2-3 trucs, tu as des amis, tout le monde te connaît, tu connais tout le monde, c'est vraiment génial. Et ça avait aussi un impact sur le fait que tu connaissais les profs te connaissaient, ils pouvaient pas te saquer, ils savaient que c'était toi. Il y avait des profs que toi tu as eu qui sont encore en fonction ou pas? Certainement, mais comme j'ai pas la liste des profs là... Est-ce que tu connais Monsieur Auger? Oui, il devait y être, je pense. C'est vrai. Ouais. Monsieur Corse aussi. Monsieur Corse, bien sûr, qui est d'ailleurs lui-même un ancien IE. Ah oui? Ouais. Ah, il faudrait que je l'interviewe du coup. Oui, tu devrais l'interviewer. Qui était responsable de ce fameux réseau. Monsieur Autin, tu l'avais? Oui, Monsieur Autin. Alors je serais étonné qu'il soit encore prof à l'école. C'est pas très longtemps qu'il est parti. Ah bon, à ce point-là? Oui, il est vraiment resté... Écoute, grâce à Monsieur Autin, en tout cas, j'ai appris à faire de l'assembleur. Eh ben moi aussi. En tout cas. Et donc à connaître la base de la base du truc. Et ça te sert dans la vie de tous les jours, parce qu'en fait, comme tu connais la base de l'informatique, finalement, quelle que soit la nouvelle technologie qui est inventée par-dessus... Ce n'est qu'une couche en plus. C'est qu'une couche en plus, exactement. Ouais. Sur des bases qui sont très très solides. Et donc même si on rigolait tous de ce cours où il fallait brancher des fils et on ne comprenait pas très bien ce qu'on faisait, tu te retrouves 20 ans plus tard vraiment avec une base solide. Ouais. Mais oui... j'ai eu Monsieur Autin. Tu fais un tic-tac-toe avec lui. Hein. Tu vois, c'était pas violent. J'avais fait un truc en C, c'était une course de voiture, vue de dessus, un peu comme le jeu Majorette. Ah ouais, là t'es fort. Ou Micro Machine. Mais c'était vraiment, en fait, il nous faisait faire soit de l'assembleur, soit du C. Donc je sais pas si c'était le cas à l'époque, mais j'avais choisi de pas faire d'assembleur et de faire du C justement pour faire un truc un peu plus... D'accord. Mais ce jeu de voiture, c'était 2 rectangles collés l'un à l'autre pour faire la voiture, et puis le terrain, c'était que des rectangles qui faisaient le... T'aurais pu presque inventer Pong à... Ouais, je pense qu'on aurait pu. Il y a des gens qui ont fait des jeux pas mal à ma promo. Il y en avait qui avaient fait un jeu de labyrinthe avec des lasers et des miroirs, où il fallait positionner les miroirs pour que le laser il sorte du labyrinthe. Pas mal. Il y a un jeu comme ça sur iPad. Voilà, en assembleur. Il aurait pu réutiliser. Ok. Et du coup, à l'époque... Je t'avoue que les profs m'ont pas marqué. Leur personnalité m'a marqué. Certains des profs m'ont marqué, mais pas les cours, à part effectivement les cours incontournables comme ceux de M. Autin, où tu as vraiment fait quelque chose. Et je pense que c'est important parce que, en fait, ce qui reste, c'est ce que tu as vraiment fait. C'est pas les cours où tu as été en dilettante, écouter un truc que une bonne partie du temps tu connaissais et donc ça t'apportait rien, et l'autre partie du temps tu comprenais pas. Donc ça t'apportait aussi rien. C'est quoi le projet le plus formateur que tu as fait à l'école? C'est pas vraiment que ce soit formateur, c'est que tu es dans ces projets donc, où tu fais des choses. C'est-à-dire, par exemple, à un moment donné, on a contribué à un projet open source. Donc c'était la première fois où déjà je comprenais ce que c'était de l'open source. Ça m'a ouvert tout un horizon sur ce qui est possible. Qu'est-ce que c'est l'open source? Ah bon, tu peux télécharger du code? Ah bon, tu peux contribuer? Bon, ma contribution a été ridicule à l'humanité et à l'open source. Mais maintenant, quand il s'agit d'investir dans une boîte qui fait de l'open source, je sais de quoi il en retourne. D'accord. Et voilà, on a fait aussi, quand je te dis faire, c'est pas forcément programmer. On a fait des jeux d'entreprise sur la base de logiciels.
Je ne Ouais. sais pas si vous aviez ça. Si, si. Donc tu t'exerçais. Et on a fait dans cette même salle, sans fenêtre, parce qu'on était toujours dans cette salle du sous-sol, qui nous ont traumatisés, verte, peinture verte de mémoire, complètement défraîchie. On a fait des réseaux de neurones, déjà en 98. Donc tu vois, toutes ces bases, là, elles étaient là à partir du moment qu'on... C'est marrant, tout ça, c'est des projets que j'ai vus aussi, moi, dans ma scolarité. Ils sont restés en tant que base, quoi, comme tu dis. Ouais, ouais. Ouais, c'est ça. Mais je pense que la base était bonne. Ouais. Du coup, j'ai encore une question sur l'NCE. Quand vous étudiez à l'NCE, est-ce que vous vous sentiez destiné à un champ particulier au niveau du travail derrière? Donc je m'explique. Est-ce que c'était plutôt pour de la recherche ou pour monter des entreprises ou pour rejoindre des grandes corporations ou est-ce qu'il n'y avait pas de direction donnée à l'enseignement? Non, oui, il n'y avait pas d'option, si tu veux, très précise. Je crois que les options, j'ai dû faire option réseau de tête. Hein. Ouais, mais ça, c'est vraiment du C'était, côté technique, mais moi je parle du côté tu veux dire métier? structure de l'entreprise visée, quoi. Est-ce que c'est plutôt être de la recherche Chacun faisait ce qu'il voulait. Vraiment, tu faisais ce que tu voulais. Tu allais en cours si tu voulais aller en cours. Tu Mhm. faisais le métier que tu voulais. Bon, bah ça n'a Euh, pas changé ça. tu, euh, Non, vraiment, il y a certains ont créé des boîtes directement à la sortie de l'IE. Moi, j'ai attendu un an euh, avant de créer ma première boîte. Le fait est que ça a dépendé des modes. On est sorti en 98, il y avait la mode de l'Internet et puis il y avait la mode de la finance aussi. Mhm. Il y avait les gens qui étaient partis en Angleterre. Il y avait toute une partie de la promo Qui étudie à l'étranger? qui étudiait à l'étranger. Beaucoup d'accords avec l'Angleterre notamment, et puis certains les Pays-Bas, puis d'autres, je crois un peu également en Scandinavie. Et donc chacun traçait sa route, faisait absolument ce qu'il voulait. D'accord. Tu voulais être pris à une très très grande école anglaise, tu essayais de finir dans les premiers de la promo, tu t'en foutais, bon, bah, tu te cassais pas la tête. Ça n'a pas changé non plus, ça. Voilà. Très bien. Du Non, coup, et t'as encore des choses à dire sur l'école, des petits trucs, des anecdotes marrantes ou des choses, des bêtises Alors, que t'as faites peut-être? non, je vais parler des autres, comme ça on ne pourra Ah, pas des bêtises que identifier. les autres ont fait alors. Voilà, si, bon, des bêtises que j'ai faites je ne sais pas s'ils ont perduré ou pas, mais on a organisé la remise d'un râteau d'or, puisque le problématique quand tu es dans une école, Ah, ça existe toujours. c'est pas vrai. Oui. C'est vrai? Maintenant, il y a toute une remise des prix avec plein de catégories, dont le râteau d'or. C'est vrai? Oui. C'est génial. Bravo. Et donc, on a organisé ça avec tout le BDE, bien sûr. Et donc, on a pris un balai, je crois, qu'on a peint à la peinture d'or. Peinture dorée, ouais. Peinture dorée, qu'on a remis de tête à un premier qui était Hervé, et donc pas moi, et un deuxième qui était Thibaut. Ah, vous Et- n'aviez pas de pseudo tous ensemble à votre époque? On avait quelques pseudos qui étaient repris dans l'E-Monde. Mais tout le monde n'en avait pas. D'ailleurs, je crois que tu peux retrouver la première cérémonie de remise du râteau d'or dans l'E-Monde, T'as ça le numéro. en TGZ sur Internet. Ah oui, l'archive de... Ouais, parce qu'il y a quelqu'un qui a fuité les archives. Et tu t'apercevras que la plupart des noms ne sont pas floutés, et Ouais. qu'on aurait bien fallu Ah oui, c'est pas très sympa des fois, les Avoir- remises avoir des de la pseudos. cérémonie d'or. avoir des pseudos, parce que je crois qu'il y a certains articles. Voilà, les personnes en question sont mariées, ils ont des enfants, mais si tu veux, si leurs enfants tombent dessus, ça va être assez D'accord. drôle. Ouais, moi, je Ils pose vont la... plus pouvoir leur interdire d'aller en boîte ou de faire des conneries, quoi. En fait, je posais pas la question des pseudos pour l'anonymité de la soirée d'or, mais plutôt pour... parce que je sais que maintenant, ça se fait beaucoup, notamment moi, j'ai eu un pseudo. On s'appelle tous avec des pseudos à l'école. Moi, je m'appelais Caillou, en fait, je m'appelais pas Valentin. D'accord. Et c'est quand on arrive tout au début, Non, mais là, On vous fait avez des atteint photos. un degré d'abstraction. on fait des photos en mode prisonnier, tu sais, avec la tablette dans les mains, avec marqué ton nom, ton pseudo et ta promo. Et on met tout ça dans le trombinoscope, et du coup, on est obligé de... Enfin, on est obligé. On demande un pseudo aux gens, et la plupart du temps, ils nous en fournissent un, et après, ça reste toute ta scolarité. Tout le monde t'appellera par ton pseudo. Il y en a qui en ont pas, hein, mais Ouais, la non, majorité en ont, en fait. on était maintenant. un peu rebelles. Hein. Je suis même pas sûr qu'on aurait accepté. Il Et fallu je trouve ça que marrant l'idée comme, vienne de nous. Comme intronisation. On n'a même pas accepté, tu sais, que la promo ait un nom. Alors, je sais pas s'ils l'ont maintenant donné. Non, on n'a pas de nom. Vous, ils ont arrêté. À notre époque, ils essayaient de donner des noms Ah ouais à la promo. En fait, nous, il y a un nom au BDE maintenant quand il se fait élire. C'est des listes qui font des campagnes, donc elles se donnent D'accord. des noms. Mais c'est pas vraiment le nom de la promo, c'est juste le nom du BDE. D'accord. Si tu regardes dans l'annuaire des anciens, à une époque, il y a quelques promos qui ont des noms. Et oui, effectivement, donc on n'avait pas ces choses. Après, en deux mots, peut-être ce qu'il faut retenir de cette époque-là, c'était une époque où le réseau était
était faillible, hein, j'imagine que c'est toujours le cas. Je sais pas, je suis pas très fort en réseau. Et on a quand même eu, moi c'est ça qui m'a impressionné le plus dans cette école, c'est que si tu veux, tu apprenais davantage des élèves que des profs. Et c'est le cas des grandes écoles, parce que si tu vas à Harvard, tu apprends des autres élèves. Ouais. C'est-à-dire, tu es dans ce grand amphithéâtre où tu as les élèves qui parlent davantage pratiquement bien davantage que les profs. Nous, on avait les finalement, c'était ça l'IE. Et comme c'était la meilleure école du monde, c'était normal, quoi. Vous aviez pas les plus, vous ? C'est des cours du soir donnés par les élèves pour les élèves la veille du partiel. C'est un truc qui avait été mis en place effectivement à cette époque-là. Et c'est hyper pratique parce que il y avait plus de gens en fait au plus que tout au long des cours de toute l'année pour rattraper les trucs à la fin. Pareil, pour juste réviser. C'est un truc qui de mémoire date à peu près de cette époque. Je pense que c'était le BDE de juste après, de tête. Ouais. Et qu'on avait essayé de soutenir également parce qu'on s'était aperçu que dans certains cas les cours étaient tellement catastrophiques, les polycopiés voulaient rien dire et que si t'as pas été au cours, donc t'étais un peu embêté. Et donc faire un peu des retours d'expérience. Mais oui, je voulais t'illustrer un exemple qu'on apprenait des autres. C'est en sécurité, par exemple, il y avait certains camarades qui ont piraté le réseau de l'école. Alors, ce qui était assez intéressant, parce qu'il t'expliquait comment tu pirates un réseau et tout, toutes des matières qui n'existaient pas. Je ne sais pas si maintenant vous faites de la cybersécurité, mais nous, on n'avait pas ça. Donc, on a eu cours de cybersécurité pratique. Nous, on a un deuxième réseau pour les élèves maintenant. Et il y a une association qui s'appelle Eurise qui s'en occupe. Et c'est là, en fait, qu'on apprend le plus, je dirais, des élèves... si tu veux apprendre des trucs sur le réseau, etc. Mais est-ce qu'ils te donnent les examens avant qu'ils aient lieu ? Ça, c'est les plus plutôt. C'est pas mal, on a aussi toutes les archives sur i1.net avec d'année en année, on stocke les sujets. Et du coup, quand les sujets reviennent, on a déjà les archives avec les corrections. C'est malin. Si les profs écoutent ce podcast, il faut changer vos méthodes. Ça marche pas du tout. Oui, mais ils savent. C'est comme ça, les archives. Savent, ouais. Voilà, pour ce qui concerne l'école, ce qui est merveilleux, c'est vraiment que... Donc, ce que je te disais, c'est une école à taille humaine qui est restée. Et puis, vous étiez combien par promo à peu près ? Une centaine. Ah bah ça n'a pas changé. Ouais, non. Je sais que ça a baissé, puis ça a remonté, mais nous, on était encore une... Nous, on était plus 80, plus les FIPA, non d'ailleurs, ça faisait peut-être un peu plus. Oui, il y a peut-être un peu. Mais ça fluctue un peu, mais ça reste aux alentours de 100 ou un peu moins, quoi. Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est que du coup, si tu t'inscris à un sport universitaire, tu es à peu près sûr d'être sélectionné dans l'équipe 1, l'équipe 1 parce qu'il n'y en a qu'une. Et puis à l'inverse, il n'y a pas assez de gens dans l'équipe. Ouais, voilà. Et puis tu joues. Je me suis retrouvé, j'étais pas bien grand, je me suis retrouvé à jouer en basket universitaire. À Central Lyon, par exemple, oui, et puis exactement, à Central Lyon, et puis même dans comment on appelle ça, le championnat, quoi. Jamais à l'université, ils m'auraient pris. D'accord. Ça donne des opportunités qu'on n'aurait pas eu dans des plus grosses promos, c'est vrai. Et non, t'aurais pas eu ça à Polytechnique, même pas en rêve. C'est marrant, ça. Le fait que l'école soit petite, ça la rend vraiment différente, je trouve. Ça la rend très attractive pour cela, et puis ça crée aussi une solidarité entre élèves que tu gardes tout au fil de la vie. Mon premier stage, je l'ai trouvé grâce à une élève qui était dans la promo d'avant. Ouais. Le stage de fin d'études, pareil. Quand il a fallu, j'ai fait mon stage de fin d'études à Boston, aux US, quand il a fallu débarquer là-bas, tu débarques, tu es étudiant, tu n'as pas une thune, tu n'as même pas de quoi te louer un hôtel et tout, et puis le premier salaire, alors les Américains, ils payaient tous les 15 jours. Déjà, il y avait 15 jours, il fallait juste survivre 15 jours. Et bon, tu dors où ? Tu dors dans le basement flat en sac de couchage d'un mec de l'IE qui est là-bas. Ouais. Voilà, enfin, t'as une solidarité de l'école que tu n'aurais pas sur des énormes promos. Donc que tu aurais au sein de plus petits groupes peut-être. Ou que tu aurais, juste toi et tes potes. Ouais. Mais pas entre promos comme ça. Donc là, je te dis, pareil, j'ai fait un stage donc, en Israël. J'aurais pas eu cette solidarité, le fait d'avoir le bon stage au bon endroit. Et dans des pays à chaque fois. On a été... Après, en 2 âges, j'ai squatté chez un autre ami de promo qui, lui, avait réussi à faire son stage en Thaïlande. Enfin, tu vois, tu étais jeune, tu n'as pas une thune, et tu arrives quand même à visiter le monde entier, juste à la sauce Airbnb avant l'heure, parce que tu es à l'IE, quoi. Je vois. Du coup, ton stage de fin d'études, c'était quoi ?
Ah, c'était assez dément. C'était un stage de recherche sur XML avant que la norme XML soit promulguée. Ah oui? Ouais. Dans une start-up qui était sur Kendall Square, donc pour ceux qui connaissent un peu la région de Boston à Cambridge, dans le campus du MIT, et qui était financée par les fonds de Harvard Medical School, donc le top du top du top du top de ce que tu peux imaginer. Pour quelqu'un qui était Pour quelqu'un qui est passionné d'informatique et qui rentre à l'IE en avant-dernier sur la liste, C'est pas mal. c'est pas mal Ouais. ce que tu fais en sortant de l'IE. Ça t'a changé l'NCE En tant que personne, bien sûr, tu changes toujours par tes études, surtout dans ces années qui sont formatrices. Puis surtout, ça t'ouvre sur plein de monde, de plein de milieux différents. C'était aussi une école, comme j'ai dit, qui n'était pas ultra prisée, donc tu avais tout dedans. Il y avait quelques fils de chefs d'entreprise, on avait un fils de conseiller de ministre ou de ministre, et puis après, tu avais tout le monde, des gens... Mais non, enfin, c'est une école où tu vois du monde, tu t'ouvres et qui te change, comme je te l'ai dit, grâce à ce que les autres t'apportent. Comme le meilleur du top des business schools. J'ai eu l'occasion après de réétudier un petit peu dans une école de commerce qui s'appelle le LBS, London Business School. après l'NCE? Après l'NCE, ouais, plusieurs années après l'IE. Et c'est ça en fait qui te vendent. C'est-à-dire quand tu vas et que tu vas pour payer, alors l'IE c'était gratos, quand tu vas pour payer tes dizaines de milliers d'euros pour faire ce genre d'école, finalement ce qu'ils te disent, bon, on va vous filer des cours par des gens qui sont intéressants, mais finalement ce que vous allez apprendre des autres gens qu'on a sélectionnés et qui sont là. Ouais, c'est vrai que c'est un des trucs les plus. Donc c'est les ça plus qui te intéressants, change. ouais, Ce qui te change à l'IE, c'est les autres. dans l'école. Et c'est pour ça que c'est important aussi d'essayer de garder quand même un peu de lien, même si on n'est pas très bon à l'IE pour pour ça. Bon, on essaie de faire des podcasts du coup pour faire passer Et des je liens, trouve quoi. cette idée formidable, et c'est pour ça que j'ai accepté, même si d'habitude je n'aime pas laisser autant d'informations confidentielles Sur Internet. sur Internet, Ouais. qui vont se retrouver, qui vont se retourner contre moi, Forcément un jour ou l'autre. forcément un jour ou l'autre. Bah, on verra bien. Hein. Ok. Du coup, premier job d'ingénieur, enfin premier job après l'école, quoi, on va dire, c'était ton stage de fin d'études qui Donc a continué ou c'était alors autre le chose? stage de fin d'études qui embraye sur en fait je change de boîte mais je reste dans une boîte américaine basée à Boston qui elle était cotée au Nasdaq et qui décide d'ouvrir ou de booster un peu le bureau à Paris Mhm. et je suis comme ça un des premiers employés du bureau à Paris. Donc tu reviens en France. Et donc je reviens en France pour cette boîte américaine, effectivement. Et je reste pas très longtemps parce que c'est la bulle Internet, c'est excitant, etc. J'ai juste le temps de faire recruter un autre IE dans la boîte qui lui est resté plusieurs années et qui travaille toujours dans le secteur. Et puis après, je pars avec un autre IE, décidément, créer ma première entreprise dans laquelle j'ai vraiment des parts. Et à Boston, j'avais essayé aussi, pendant le stage, de créer une boîte, mais c'était un peu compliqué quand tu es étudiant, que tu n'as pas les bons visas. Donc je le fais juste un an plus tard. Et je crée comme ça une première entreprise Tu faisais quoi? qui faisait des logiciels pour le e-commerce et le e-business en général. Donc on a fait on a sorti le premier panier, ça s'appelait logiciel de panier de e-commerce open source. D'accord. En 99, 2000, quelque chose comme Il ça. s'appelait comment? Ça s'appelait Web Vitrine. Et c'est toujours utilisé ou pas? Je crois pas, j'espère pas, parce que la boîte depuis n'a pas subsisté. La source, elle est toujours disponible? Est-ce que la source est disponible? Oui, et puis de toute manière, la source elle-même, on l'avait construite sur d'autres trucs, hein, donc mais je sais pas. Ok. Je sais pas, je pense pas que ça ait perduré. Puis il y a des trucs qui ont été bien meilleurs après, des PrestaShop, etc. Et on a fait également, je crois, un des premiers sites français qui était commandé par le Syntec Conseil en Management pour faire du recrutement et puis des petites annonces. Tu sais, un peu le Monster, sur Internet. Donc, on a vu défiler un peu tous les premiers modèles, le e-commerce, etc. Puis on a fait des formations au e-business, on a fait du paiement sécurisé, on a fait tout ça une assez courte période. Et on a eu pour client, j'ai eu pour client une grosse boîte anglaise, une start-up. C'est comment une grosse boîte qui est une start-up? C'est une grosse boîte, il faut t'expliquer. En fait,
j'ai eu pour client une société qui a été montée par 2 mecs et qui en 2 ans est montée à 1200 personnes en levant 60 millions de livres, donc quasiment 100 millions d'euros à l'époque. Donc c'était la bulle Internet. Et il faisait quoi comme business? Et il faisait le business c'était une des premières web agencies anglaises, européennes. Donc ils construisaient des applis web pour d'autres personnes. Voilà, exactement. Donc ils m'ont repris juste avant que et donc je suis parti travailler en Angleterre directement. Et juste avant que la bulle Internet n'implose, ou à peu près au même moment. Et je me suis retrouvé là-bas à essayer d'amener une compétence qui n'était pas du tout le web, qui était de qu'est-ce qu'on fait des 1200 personnes maintenant que la bulle de l'Internet a implosé. Ah bah parce que les 1200 personnes ne se sont pas parties comme ça le jour où il n'y avait plus de boulot pour eux, quoi. Il fallait leur trouver... Alors il y a eu malheureusement des plans sociaux, mais j'ai essayé de mettre, de mettre en œuvre un peu de créativité. Et puis de trouver finalement qu'un designer web, j'allais aller le former et devenir un consultant business intelligence, parce que finalement faire un joli rapport ou faire un joli site web, c'était pas si loin. Que faire quelqu'un qui était développeur HTML, il pourrait faire une appli e-business en interne, une entreprise, etc. Enfin bon, voilà, on a trouvé des manières de faire. Et puis on a commencé aussi à investir dans des projets de logiciels, de manière à faire des spin-offs pour que les mecs, tu puisses les garder. Et puis même s'il n'y a pas de clients qui veulent les embaucher, en attendant, ça allait être nous les clients. D'accord. Et on avait payé pour développer des logiciels qui derrière seront revendus. Dans certains cas, les boîtes ont bien marché. Ensuite, on a réussi à lever des fonds sur ces boîtes qui se sont derrière fait racheter et ainsi de suite. Donc c'était un job assez intéressant qui a duré 4 ans à peu près, principalement à Londres, une partie aux US. À la fois à faire du consulting de très haut niveau, consulting en management, pour conseiller des directions générales et des DSI sur ce qu'elles devaient faire de leur entreprise. Donc déjà à l'époque, on leur vendait l'idée d'être agile. Donc c'était, je te parle des débuts des années 2000. Ouais. On vendait le fait d'être agile. D'ailleurs, la boîte d'IT qui est restée on l'avait nommée Agilicis, pour Agile Systems. Ouais. Et du consultant management lorsqu'il fallait revendre des entités. Et puis aussi de l'architecture. Et puis de devenir un peu ce à quoi, je pense, l'IE prépare bien, c'est-à-dire un peu le solution architect. C'est être capable d'architecturer à peu près n'importe quelle solution informatique, avec pour certaines personnes qui sont un peu plus business que d'autres, la capacité à faire de l'architecture métier, et puis de construire des entreprises, et puis d'aller un peu plus loin. Et puis d'autres qui sont un peu plus techniques, peut-être d'être software architecte et de rentrer dans le détail de comment le logiciel... Prendre du recul sur le code, quoi. Oui, prendre du recul, etc. Et ça, vraiment, je trouve que l'IE était une excellente école pour ça, parce que tu as ces compétences, et puis tu n'es pas une formation qui est centrée sur juste connaître tel techno, tel truc. On voit plein de trucs différents, on voit plein d'applications. C'est un peu comme si d'un seul coup, on se rendait compte que les maths servaient à quelque chose, en fait. Il y a quelques belles boîtes des SS2I d'architecture en France, où tu retrouves des IE qui sont très à l'aise sur ce type de job. Donc voilà. Et à l'issue, la dernière, peut-être juste pour revenir sur cette expérience, la dernière boîte qu'on ait créée, sur laquelle on a fait un spin-off, c'était une fintech. Donc tu vois, là on est en 2005. C'est quoi un spin-off? Un spin-off, c'est-à-dire que tu prends des gens qui sont dans ta boîte, et tu leur dis barrez-vous et on va vous filer un peu d'argent, un peu de techno, et puis avec d'autres gens que vous allez recruter à l'extérieur qui vont joindre à vous, vous allez faire une entité autonome. D'accord. Dans laquelle on va retenir des parts. C'est un peu comme un fork de ton projet open source. C'est exactement, c'est un fork business. C'est exactement ça. Et donc on a fait une des premières fintech anglaises. Alors je ne suis pas resté longtemps parce qu'il a fallu que je quitte pour des raisons personnelles, mais même quand j'ai quitté, en 15 jours, j'ai retrouvé un autre job où j'ai pu monter ma boîte grâce à un IE encore. D'accord, donc toi tu as vraiment beaucoup utilisé le réseau et fait marcher tous les gens que tu pouvais connaître. C'était vraiment une volonté ou c'était par défaut ça se passait comme ça? Ça se passait comme ça, tu n'as pas besoin, tu vois, tu dis juste je viens de finir
je viens de finir ce job, je viens de revendre ma boîte, je viens de finir sortir de ça, et puis t'as un pote qui t'appelle et qui te dit tiens, j'ai entendu dire que maintenant tu faisais plus, mais comment vous dans ma boîte tout ça? Il n'y avait pas de réseau social? Alors, il n'y avait pas de réseau social, il y avait Internet avec des emails. Des grandes chaînes d'emails. Des grandes chaînes d'emails, ouais, et puis tout simplement le téléphone, et puis le téléphone arabe, quoi. C'est-à-dire, tu racontes ta vie à quelqu'un, qui raconte ta vie à quelqu'un, et puis tu te dis, si aujourd'hui j'ai au téléphone quelqu'un que j'ai pas eu depuis un moment d'IE, la première question qu'il va me poser, c'est comment ça va, qu'est-ce que tu racontes? La deuxième question, c'est au fait, tu as des nouvelles de qui et qu'est-ce qu'ils font? Bah écoute, ce podcast peut te raconter ce que fait Monsieur Hervé à Babou, voilà. Exactement. Et donc tu vas... Voilà, ensuite je suis rentré en France, créer une entreprise dont le but est de vendre des logiciels dans l'écosystème SAP. Et cette entreprise, à la base, je l'avais créée également avec un IE, encore une fois. Bon alors, tiens, dans les questions pour après l'école, c'est quoi le premier truc que tu as appris sur le tas, que tu aurais bien aimé apprendre à l'école, avant? Je pense que pour une école qui s'appelait, alors je ne sais pas si ça a changé, mais l'Institut d'informatique d'entreprise, c'est avec entreprise. Ouais, ça, c'est toujours le E de entreprise. C'est toujours le E de entreprise. Quand même, le B.A.B.A. de comment fonctionne une entreprise, on en est loin quoi, de l'apprendre à l'école. Ouais. Mais vraiment, moi je te parle du B.A.B.A. Je faisais un sondage parmi les gens de l'IE, ceux qui savaient à quoi ressemblait un bon de commande, qui avaient déjà vu un bon de commande, ou qui avaient déjà vu un contrat, ou en plus si tu vas bosser dans l'informatique, a priori tu vas soit être vendu, soit vendre du logiciel, soit travailler dans le logiciel, soit travailler dans le service, etc. Donc au moins connaître le B.A.B.A. du business model de ça. Okay. Les gens ne comprenaient pas la différence de business model entre un éditeur de logiciel et une SS2I. Ça leur aurait bien servi parce que certains ont été complètement Est-ce que tu te dégoûtés. proposes de faire ce cours à l'école? Je pense que c'est tellement simple que n'importe qui peut faire ce cours à l'école. Et sur Internet, on trouve facilement des Et ressources que tu trouveras la ressource. Mais là, vraiment, à l'époque, il faut quand même que vous vous remettiez que vous avez tout sur Internet. C'est vrai. D'accord. Donc là, si tu arrives à trouver, tu peux trouver. Là, Wikipédia, tu as tout ce que tu veux. Donc, tu n'as pas d'excuses. Hein, t'as pas d'excuses pour pas comprendre, pour pas, si ça t'intéresse pas de faire de la SS2I, et t'as pas d'excuses pour accepter un job en SS2I juste parce que t'es flemmard et c'est plus facile que de trouver un job. Moi, c'est ce que j'ai fait. Voilà, exactement. Là, t'as pas d'excuses, t'as Internet, t'as les mecs qui se plaignent de leur SS2I, qui voilà. Il y a des bonnes SS2I, mais au moins tu sais comme ça qu'il faut faire attention. Et à l'époque, c'était l'inverse. À l'époque, on allait sur Internet, d'abord pour t'expliquer, on allait sur Internet avec les terminaux qui n'étaient pas graphiques, en mode texte. Avec Lynx. Avec Lynx. Et quand on avait accès aux quelques terminaux graphiques, donc Silicon Graphics, ou je ne sais plus c'était quoi la marque, c'était les stations de travail Unix, tu n'avais pas accès à Google. Ça, Google, pas de moteur de recherche. C'était après ça, Google. D'ailleurs, il y a eu des moteurs de recherche avant Google. Oui, tu avais accès à Yahoo, qui était en fait un annuaire, et qui ensuite a amené un moteur de recherche. Et puis le premier moteur de recherche auquel on avait eu accès, c'était Alta Vista. Peut-être. Wow, Alta Vista. Alors tu mettais des mots-clés, et puis ça te sortait un peu n'importe quoi. Mais comme il y avait tellement peu de contenu disponible de toute manière, c'était pas très grave. D'accord, il n'y avait pas un besoin de tri incroyable à l'époque. Non, mais c'est devenu très très vite. Comme toutes les technologies, après c'était exponentiel. En première année, deuxième année, on était sur première année on était sur Lynx. En deuxième année, tu avais le graphique, tu avais Yahoo, Alta Vista. La troisième année, quand j'ai fait mon stage de troisième année, est sorti justement dans le MIT Research qu'on recevait là-bas, est sorti le papier qui expliquait que finalement, si tu pondérais les liens entre les pages, tu pourras améliorer un algorithme de recherche. Les fameux papiers sur lesquels s'est basé Google. Et donc tu avais Google après dans l'année où les Google-like qui arrivaient. C'est marrant parce que moi j'ai vu tout ça passer, j'étais tout petit, quoi. Limite j'ai dû voir tout en retard de 1 an à chaque fois. Tout ce qui est Yahoo, puis Alta Vista, puis Google, enfin... Non, l'IE, t'étais top of the edge, meilleure école du monde. T'étais dedans, quoi. T'étais au milieu de cette technologie et tu la voyais évoluer.
Tu voyais tout évoluer, ouais, effectivement. Tu voyais les gens qui te demandaient de développer du web en faisant des CGI en Perl. Enfin, c'était ça les technos, quoi. T'avais pas de PHP, par exemple. Et les premières fois où les gens se sont mis à coder en PHP, c'était notamment beaucoup d'entre elles, ils sont venus grâce à un IE de la promo suivante ou de deux promos d'après, qui avait packagé, qui avait fait ce module, la Easy PHP, là où tu pouvais facilement installer ton PHP sur Windows, avec la base de données, avec un certain nombre de choses. Easy PHP, ça vient je crois que ça s'appelait comme ça, il faudrait vérifier. Ça dit quelque chose. Mais ça permettait facilement de déployer, déployer PHP, d'être opérationnel. Enfin, le début du LAMP, quoi, du stack LAMP, pour moi, c'est un IE qui l'a fait, en tout cas. Enfin, toutes les idées ont été inventées un peu partout au même moment, mais en tout cas, à l'IE, tu en entendais parler. Et encore aujourd'hui, si tu regardes bien, si je fais un petit fast-forward en 2016, le week-end dernier, je voulais me plonger absolument dans les technologies blockchain, donc qui sont un peu le truc à la mode, toutes ces technologies qui sous-tendent le Bitcoin. Ouais. Et donc je vais à un événement blockchain, et qui je rencontre? Un IE. C'est normal, c'est normal. Je rencontre un IE qui m'explique pourquoi la très grande société multicentenaire dans laquelle il travaille s'intéresse au domaine et commence à investir le domaine, etc. D'accord. Je pense qu'il y a vraiment un biais technologique très fort dans toutes les technologies informatiques. Et même si certains sont partis de l'informatique, il en reste quelque chose. Tu vois, il y en a certains qui te la jouent genre maintenant je suis un businessman et tout. Mais en réalité, leur business, il est sur les télécoms ou sur l'informatique ou c'est eux qui s'occupent de l'IT. Ça tourne toujours plus ou moins autour... Ou même quand il y a un IE qui est devenu artiste, quand même, il va être super bon en e-marketing. Tu vois, donc il va faire parler de lui, donc il va faire un bon job sur les réseaux sociaux, il va faire un bon job d'emailing, etc. Nous, dans notre promo, il y a une fille qui est devenue prof de danse. Et du coup, elle est super forte en montage vidéo parce qu'elle a fait ITV. Et du coup, elle monte des vidéos. Et je suis sûr de danse qu'elle est super bonne élèves. en Google AdWords aussi. Et tu vois, tout ça. C'est des trucs qui sont faciles à faire pour un IE. Ouais, quand tu maîtrises la facile, stack et si technologique c'est du pas début à la toi, fin. tu as ce réseau qui t'imprègne et qui te parle de trucs tellement en amont. Tu vas ce que tu disais, on entend parler vraiment en amont. Ouais. Donc ça reste là et un peu, tu entends parler de la blockchain 4-5 ans avant, puis quand ça décolle, tu te dis il faut que j'aille parce que ça fait 4-5 ans et donc j'achète des crypto-monnaies avant tout le monde et je fais ceci. Tu as cette avance. Sur la crise financière qu'on a traversée, là, toute cette histoire, il y a des IE qui ont travaillé dessus. Travailler sur la crise, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on travaille, c'est à cause d'eux. Non, c'est pas ça. Comment ça? Si tu veux, en tout cas, moi, il y a des IE que je connais qui ont travaillé dans des sociétés qui étaient à l'origine de la sécurisation, qui ont fait les premiers crédits default swap, qui ont fait les premiers, soit sur le marché de l'énergie, soit sur le marché des banques, qui ont fait la structuration et l'informatique derrière ces produits complexes. Et je me souviens comme ça, lors d'une discussion avec un IE qui s'est éternisé parce que notre bus est tombé en panne, qui m'a juste expliqué ce qu'étaient les CDS, les CDO, etc. Quand après, quelques années plus tard, je sais pas ce que c'est. C'est les produits toxiques qui ont fait cracher l'économie. Les produits financiers toxiques pour l'économie, c'est ça que tu veux dire? C'est les tranches. Il faut revoir je suis pas très l'excellent bouquin de Michael Lewis, Big Short, pour ceux que ça intéresse. Et ils ont fait un film, les gens qui ne veulent pas lire, qui est très sympa aussi. Et donc en gros, oui, c'est des produits qui se sont avérés toxiques. Et donc tout de suite, quand après tu entends parler une deuxième fois et on te dit en 2007, on te dit tiens, il y a un problème dans le marché des subprimes américains parce qu'on a sécurisé les choses, les trucs, tout de suite tu retires tes petits sous. Tu retires tes pions. Tu sais à quoi t'en tenir. Non, il ne faut pas négliger le réseau. Moi, je le dis à nos chers auditeurs. Restez potes avec les gens de votre promo. Restez potes, parlez-en. Vous sous-estimez grandement
le pouvoir de ce réseau. Même si pour l'instant ça a l'air juste d'une bande de fous qui boivent de la bière, plus tard vous verrez. Exactement. Et bon, certes, peut-être aucun d'entre eux n'est hyper powerful PDG de multinationales et quoique. Il n'y a pas besoin. Mais il n'y a pas besoin. L'information dont ils disposent, ce sur quoi ils travaillent, tout ce qu'ils ont devant eux, tout ce qu'ils comprennent, etc. Ouais. Et par capillarité, ce que vous partagez, c'est ça qui va faire votre richesse à la fois intellectuelle et puis, dans certains cas, financière. C'est beau comme phrase. Limite, on devrait conclure là-dessus, quoi. Écoute, on peut conclure parce qu'on a raconté beaucoup de choses, plein de conneries. Je sais comment on peut conclure, est-ce que tu as une question pour moi ? Est-ce que tu voudrais me poser une question ? Parce que moi, je te pose des questions. Oui, j'aimerais bien. J'aimerais bien savoir ce qui t'a permis d'avoir à la fois l'idée géniale de faire ces podcasts et surtout la motivation de les faire. Parce que je trouve ça génial et je voudrais te remercier quelque part. Pas de pouvoir m'exprimer. Ça me tenait à cœur depuis longtemps. Voilà. Bravo pour le micro, bravo pour la psychiatrie. Mais, ou juste la psychanalyse. Mais non, sérieux, mieux comprendre tes motivations profondes parce que quand même, tu prends sur ton temps personnel. Alors, tu viens, tu te déplaces, tu prends ton micro. C'est un effort. Et puis moi, je fais l'effort de te recevoir à 1 heure, qui est vraiment pas grand-chose. Pour raconter ma life, et toi tu vas faire l'effort de le faire encore et encore et encore peut-être. J'espère. Ma motivation en fait c'est, déjà moi j'écoute beaucoup de podcasts en fait de base, c'est un format d'information que j'aime beaucoup parce qu'il est je le trouve très naturel, très franc en fait. Donc j'écoute beaucoup de gens parler de soit leur vie, soit leur métier sur des formats audio comme ça, et donc en écoutant ces gens-là je me suis dit tiens c'est marrant, ça me donne vraiment, en l'occurrence j'écoutais des humoristes, ça me donne vraiment une idée de ce que ça représente d'être humoriste en fait. Même si je ne vais pas forcément être humoriste ou si je ne connais pas personnellement d'humoriste, maintenant je sais les efforts qu'ils ont dû fournir, les parcours différents qu'ils ont pu avoir, etc. Ça me donne une idée, ça me dit que si jamais je veux être humoriste, je sais à quoi m'attendre, tu vois. Et je me suis dit que ça pourrait être intéressant pour un élève ingénieur aussi d'avoir une idée de ce qui peut l'attendre après l'école, au niveau du travail, au niveau de la vie en général. Qu'est-ce qu'on retire de l'école, qu'est-ce qui est intéressant, enfin voilà, histoire de faire partager l'expérience des plus anciens, parce qu'au final, on discute, on parle du réseau justement, on discute assez peu entre les grands, enfin quand on a des grands écarts de génération. On va discuter beaucoup avec les gens qui sont juste au-dessus ou juste en dessous de nous dans les promos. Enfin, je sais qu'en tout cas, maintenant, c'est le cas. Vrai. Et le fait de faire un pont entre les promos de très éloignés comme ça, je trouve ça intéressant. Surtout que je suis totalement d'accord avec toi. C'est pas le plus, c'est pas la quantité du réseau qui importe. Hein. C'est vraiment, à mon avis, sa densité puis la manière dont tu l'utilises. Et donc, le nombre de liens et le nombre de connexions que tu as entre les gens. Donc, plus tu feras de ponts avec ces podcasts ou autrement, entre différentes promos, et mieux ça sera. Bah écoute, très bien, c'est ce que je compte faire par la suite. Voilà. Et ben merci Hervé. Merci Valentin. Et ben de rien. Et à la prochaine tout le monde. Au revoir. Ciao, tout le monde. Au revoir. Tout le monde.